Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. L'année dernière, je passais côté jardin, maintenant j'ai décidé côté cour. Faut changer. Bienvenue et tous nos voeux pour cette nouvelle année. C'est là, je crois que ça va faire 21 ans ou 22 ans qu'on fait les rendez-vous de la Baule et on commence bien avec Amanda Stairs. Vous avez le programme, il y avait le programme des prochains rendez-vous derrière moi. De mémoire, le 11 février, nous recevons les journalistes du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, qui ont plein de choses à nous dire sur la façon dont la France a traité le Covid. Ça s'appelle « Les juges et l'assassin ». L'assassin, c'est le Covid. Les juges, c'est ce qu'ils ont découvert. Donc, le livre est sorti hier. Je ne l'ai pas encore lu. Ça, c'est le 18 février. Le 11 février. Le 18 février, nous recevons quelqu'un que vous connaissez bien ici à la Baule, c'est le docteur Anne Gabar-Allard, qui a été gynécologue pendant 40 ans et qui a écrit un livre sur la force de l'esprit dans le traitement et la prévention des maladies des femmes. Donc vous verrez, c'est tout à fait intéressant. Donc ça, c'est le 18 février. Ensuite, nous avons le 12 mars, nous parlerons d'économie avec Nicolas Bavrez, qui nous dira que la France doit faire un sursaut si elle veut éviter la décadence. Et dans le même genre de pensée, nous recevrons le 17 mars Agnès Verdier-Molinier, que nous avions reçue il y a 10 ans. Le livre s'intitulait « On va vers le mur ». Et là, cette année, 10 ans plus tard, ça s'appelle « Face au mur ». Donc, vous voyez, on ne l'a pas beaucoup écouté. Et elle nous dira que ça va très mal. Donc, je suis désolé, on ne va pas vous remonter le moral avec ça, mais au moins on sera lucide. Et puis, entre-temps, nous aurons le rendez-vous des écrivains. Je vous en parlerai la prochaine fois, mais je peux déjà vous donner la liste de nos invités. Nous recevrons Emma Becker, Amélie de Bourbon-Parme, Jean-Christophe Buisson, Gérard de Cortanze, Didier Decoing, Nicolas Destienne-Dorve, Patrice Jean, le père Frédéric Serge Coguet, Arnaud de Lagrange, Dorothée Oliéric, Gérard Petitpas, Blandine Rinkel, Jacques Santamaria, Bertrand Tessier et Jérôme de Verdière. Et nous aurons également 2 spectacles. Le samedi soir, nous aurons une lecture d'Antoine Duléry. Et le dimanche après-midi, nous projetterons ici, sur grand écran, un film d'Henri Decoing datant de 1952. Ça s'appelle « La vérité sur Bébé Donge », tiré d'un roman de Simenon avec Jean Gabin et Daniel Darieux. Et nous aurons ensuite eu une conversation avec le fils d'Henri Decoing, Didier Decoing, et 2 spécialistes de Simenon, Jacques Santamaria et Bertrand Tessier. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Et ce soir, notre premier invité de l'année, c'est Amanda Stairs, qui connaît bien la Baule, elle va nous dire pourquoi, et que nous accueillons pour son nouveau roman, Les Gestes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande d'accueillir Amanda Stairs. On ne se sert pas la bain parce qu'on est tous malades. Non, ici, là. On a triché, on s'est vu un petit peu avant. Oui, on s'est vu un petit peu avant, on a bu des tisanes, mais Amanda Stairs est un peu souffrante. Mais je suis ravie d'être avec vous, ça va aller tout de suite mieux. La Baule, vous étiez venu, enfin vous êtes venu souvent à la Baule. Je suis venue très souvent. Je regardais avec nostalgie l'hôtel Royal où mes enfants ont nagé, les bébés nageurs pour la première fois. Et puis on est venu très souvent en famille, et je suis venue récemment, il y a 2 ans et demi, pour le festival de cinéma. C'est ça, vous faisiez partie du jury. Je faisais partie du jury, et c'était un moment très agréable et intéressant. Et je viens d'envoyer un petit message à tous mes copains du jury, parce qu'on a gardé un groupe WhatsApp pour leur dire que j'étais à la Baule, et ils sont bien jaloux. Alors, ce qui est étonnant avec vous, c'est votre inlassable activité. Vous n'arrêtez pas. J'ai regardé, je crois que votre premier livre date de 20 ans, Ma place sur la photo, ça devait être 2004. Et depuis, c'est pratiquement un livre par an, sans oublier les films, les séries, les scénarios. Pourquoi cette
cette profusion, on s'en plaint pas, bien au contraire, mais vous avez tellement de choses à exprimer, à raconter. J'ai la chance de faire le métier de mes rêves déjà. Et la seconde chance, c'est de rencontrer un public. Donc quand il y a ça, c'est merveilleux et j'ai gardé cet enthousiasme presque enfantin à l'idée de faire mon métier tous les jours. Ça ne veut pas dire que c'est pas laborieux, que c'est pas complexe et que c'est pas fatigant, mais je mesure ma chance. Donc voilà, tant que je peux, je fais ça. Et puis il y a une deuxième explication, qui est que quand j'ai écrit ma première pièce de théâtre, il y avait dans la salle un monsieur qui s'appelait Jean-Louis Dabadi, qui était académicien, qui est un très grand auteur, un très grand scénariste, dialoguiste, bien sûr, qui a écrit tous les films de Claude Sautet, entre autres, et qui m'a dit, il m'a attrapé les mains et il m'a dit, Amanda, il faut que tu comprennes que il y a tout un moment où les auteurs ont le désir, l'enthousiasme, l'inspiration, mais n'ont pas la technique. Il y a un moment dans leur vie, ils ont la technique et l'inspiration. Parfois, ça ne dure qu'une œuvre. Et il y a un moment où l'inspiration nous quitte. Et il m'a dit ça assez malheureux, il n'arrivait plus trop à écrire. Et il m'a dit, tant que tu as les deux, écris, écris, écris. Et j'ai toujours eu ça au-dessus de la tête en me disant, peut-être qu'un jour, ça va s'en aller, ce désir d'écrire. Et donc, tant que je l'ai en moi, je continue. Ce qui est frappant aussi dans votre œuvre romanesque, parce qu'il faut quand même bien en parler, c'est que vous promenez le lecteur partout dans le monde. Vous avez beaucoup d'imagination, et une imagination que vous mettez ensuite au service d'un travail, parce que vous travaillez beaucoup. Votre précédent roman, Le Café suspendu, se passait à Naples. Le livre d'avant, Lettres d'amour, c'était une femme qui tombait amoureuse d'un masseur japonais, et donc on voyait l'intimité que vous aviez avec ce pays et cette culture. Un autre livre se passe entre Paris et la Toscane. Enfin, vous voyagez beaucoup et vous faites voyager le lecteur. C'est aussi pour ça que le lecteur vous suit. Alors, malheureusement, je ne suis pas allée dans tous ces endroits, mais je voyage beaucoup dans les livres. Et oui, c'est un vrai travail, mais je pense que la première fonction d'un écrivain, c'est l'empathie. Et l'empathie, c'est se mettre à la place des gens, comprendre d'autres mondes, comprendre d'autres cultures. Et donc, je trouve ça toujours très intéressant d'essayer de voir le point de vue de gens qui nous sont complètement étrangers et de pays qui nous sont complètement, en tout cas, qui peuvent nourrir notre imaginaire. Donc souvent, je vous emmène dans les voyages que je voudrais faire moi aussi. Ouais. Et donc c'est le recours à l'imagination qui est assez discrédité quelquefois. Les auteurs aiment bien se raconter eux-mêmes, mais vous vous racontez vous-même, mais en passant par beaucoup de détours. C'est-à-dire que les décors imposent des histoires, imposent des rythmes et des façons de voir la vie. Je pense selon l'endroit où on est, ce serait le pays, mais aussi le décor social. Est-ce qu'on est dans une ville, à la campagne? Est-ce qu'on vit dans un appartement ou dans une maison? Tout ça va influencer mes personnages. Et donc, encore plus quand on commence par un pays, comme vous évoquez le Japon, par exemple, c'est tellement particulier, tellement différent de la culture qu'on connaît, que c'est intéressant de plonger dans cet autre monde. Les Gestes, votre nouveau roman, est un livre à la fois spectaculaire. C'est une saga qui se déroule sur plusieurs dizaines d'années dans plusieurs pays. Et c'est à la fois un livre très intime d'un homme, Marc, qui écrit à son fils adoptif Camillo pour raconter l'histoire de son père. Donc, 3 générations, une 4e génération étant évoquée, la grand-mère de Marc, le narrateur. Ça a dû être difficile techniquement de jouer sur les 2 tableaux, à la fois le côté très intime et le côté flamboyant de la saga.
Oui, si vous étiez venu dans mon bureau, j'ai mis 3 ans à écrire ce livre. Parfois, j'écris des choses au milieu, mais il y a un arbre généalogique que j'ai pas Ouais. encore enlevé, et au mur avec toute la famille, les copains qui arrivent. Donc oui, il y a un énorme travail de construction que je fais en amont de l'écriture, et j'invente toute une famille. Et au départ, c'est l'Égypte des années 50. Donc évidemment, c'est une Égypte totalement différente de celle d'aujourd'hui. Oui, même si j'avais voulu y aller, ça aurait été un peu compliqué. Oui. Donc oui, c'est une Égypte dans laquelle j'ai plongé d'une autre façon, avec des livres, des œuvres du cinéma, aussi des documents d'archives, et une Égypte cosmopolite, très ouverte sur le monde, une Égypte où on parlait d'ailleurs majoritairement français ou italien. L'arabe était un peu la langue des domestiques à l'époque. Et je parle d'ailleurs de ce document que je vous invite à regarder, parce que c'est dans les archives de l'INA, mais c'est facile à trouver sur Internet, où Nasser, qui arrive au pouvoir, se moque des frères musulmans qui lui ont dit qu'il faudrait qu'il impose le voile. Et il dit qu'il a répondu à l'imam qui lui en a parlé, mais pourquoi tu voiles pas ta fille toi-même? La salle est hilar, les femmes sont à la mode, les jeunes filles vont à l'école, elles sont éduquées. On est dans un autre monde, dans un autre temps, et qui a l'air tellement plus contemporain qu'aujourd'hui dans ce pays. Je trouvais ça intéressant de montrer ça aussi, et de montrer ce à quoi l'Égypte renonce depuis plusieurs années, puisque c'est un pays qui était à la pointe de beaucoup de Et qui choses. était assez laïque, enfin, où la Oui, neutralité religieuse était reconnue et acceptée, et vantée même par Nasser. Oui, tout à fait. Ouais. Et alors, dans cette Égypte des années 50, et même avant, il y a votre héroïne formidable qui s'appelle Florentine, qui est d'une famille aisée, cultivée, ouverte. Et Florentine tombe, pour son malheur, amoureuse d'un Français. Et oui, ça c'est. Et ce qui va d'abord beaucoup lui plaire, bien entendu, et lui apporter quelques désillusions, et ça va être pour elle un déracinement. Parce que dans ce livre, il est question de transmission, mais aussi de déracinement et de solitude. Oui, c'est le premier déracinement de cette famille qui va souvent voyager. Et elle arrive dans un Paris complètement fantasmé. Donc elle vient quand même d'un endroit où elle a des moyens, elle vient d'une famille aisée, comme vous disiez, et elle doit d'abord faire face aux a priori, et puis se rendre compte que le mari, l'homme qu'elle a rencontré en Égypte, n'était pas exactement celui qu'il est en réalité. Elle se retrouve seule dans un pays étranger. Et en fait, seule, non, puisqu'elle a un fils, donc Hippolyte, dont le père est parti. Il y a ça aussi. Voilà, et donc, j'ai peur de tout révéler, mais c'est vrai que ce Français ne va pas rester longtemps, mais va lui laisser en souvenir un petit garçon. Et la voilà, une femme seule, donc à la fin des années 50, dans un pays qui n'est pas le sien, avec un enfant. Donc c'est très particulier. Il faut qu'elle retrouve le chemin de la maison. Oui, et puis, mais alors ça va lui tremper le caractère, et c'est une grande femme libre finalement. Vous réussissez un personnage de femme auquel, j'allais dire, les femmes peuvent s'identifier, mais nous aussi, on peut s'identifier. C'est une Florentine et un caractère très fort. Elle est à la fois forte et elle a cet instinct maternel, et pourtant elle souffre d'une maladie que je pense que vous allez évoquer. Oui, c'est-à-dire qu'elle ne reconnaît. Alors le nom technique, vous le connaissez pas. Prosopagnosie. C'est ça. Elle ne reconnaît pas les visages. Voilà, elle souffre d'une maladie qui fait que, et qui sera le premier geste du livre, qu'elle ne reconnaît pas les visages. Et c'est une maladie qui existe. Il y a des gens qui ne reconnaissent pas même leur propre visage. Et donc elle ne reconnaît pas le sien, ni celui de son fils. Et quand son fils arrive en courant à chaque fois vers sa maman, Florentine a un geste, un réflexe de protection, puisqu'elle ne reconnaît pas cet enfant qui court vers elle. Et ce geste fondateur va
traumatiser un peu son fils qui, toute sa vie, va espérer que les femmes lui ouvrent grand leurs bras. Elle est à la fois très maternelle et très protectrice et en même temps incapable de gestes maternels. Le fil rouge de ce livre qui s'intitule en effet Les gestes, j'aurais dû le dire dès le départ, pardon, mais c'est les gestes que l'on fait ou que l'on ne fait pas dans une famille, les gestes que l'on transmet ou que l'on ne transmet pas. Chasser les mouches, tapoter le volant de sa main, passer la main devant le visage, tout ce qui lie une famille. C'est comme ça que se fait, selon vous, en partie, la transmission. Alors, il y a deux choses. Il y a les gestes qu'on reproduit, souvent malgré soi. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée du livre. C'est un jour en croisant mon reflet dans une vitrine où je me suis rendu compte que je faisais un geste de mon père et que je ne savais pas du tout que je faisais ça. C'était vraiment inconscient. Et je me suis dit qu'il avait dû en hériter lui-même, peut-être de sa mère avant lui ou de son père. Et je me suis dit, quelle belle façon de raconter une famille. Donc il y a ces gestes-là, mais il y a aussi la gestuelle, comme vous disiez, les gestes qu'on ne fait pas. Et chaque famille a des degrés de pudeur ou d'impudeur. Il y a des familles où on se prend dans les bras, des familles où on s'embrasse, d'autres où c'est beaucoup plus distant. Et je pense que rentrer dans une famille, comme c'est le cas de ce petit garçon qui est adopté, c'est comprendre la danse de la famille, comprendre la chorégraphie intime de la famille, à quelle distance on doit se placer les uns des autres. Quand on se marie, c'est ça aussi, on rentre dans une famille, il faut qu'on arrive à comprendre quelle est notre place, qu'est-ce qu'on a le droit de faire comme pas de danse, comme mouvement de bras. Et ça raconte ça, en fait, ça raconte cette famille-là, les gestes qui parfois la paralysent et les gestes qui vont guérir aussi cette famille. Et selon vous, il faut accepter cette mainmise de la famille ou il faut la refuser? Ou est-ce qu'on peut se libérer de cette... Alors sur les gestes, je pense qu'il y a une forme de respect dans ce qui concerne la pudeur. Je pense que chacun a des raisons d'être capable ou pas d'accepter la chaleur humaine. Ça prend du temps de changer ça et les gens n'ont pas nécessairement envie. En revanche, sur la fatalité des gestes qu'on ne fait pas ou des gestes à effacer, je pense que évidemment, on n'arrive pas neuf au monde, on n'est pas libre, on est le résultat de générations, ce qui s'appelle le transgénérationnel, de traumas ou de choses heureuses qui nous impactent aussi. Mais on peut se construire pour ou contre. On peut choisir de refuser certaines choses. C'est parfois plus simple même que d'accepter certaines choses. Donc c'est très intime et je pense que c'est la part qu'on accepte ou qu'on refuse qui fait de nous des individus à part. On voit bien que dans des fratries et dans la mienne aussi, on peut être élevé de façon complètement identique, ou en tout cas ce que pensent les parents. En tout cas, on a l'impression qu'on donne la même chose à nos enfants et ils grandissent différemment. Il y a des choses qu'ils acceptent, d'autres non. Donc chacun va faire son tri pour être capable de vivre sa vie. La transmission, c'est très important dans vos livres. C'est un des thèmes qui vous est cher. C'est non seulement un thème qui m'est cher, mais pour moi, c'est le thème principal. C'est ce qu'est la littérature. La littérature, c'est transmettre aux générations suivantes ce qu'on pense avoir compris du monde, ou ce qu'on pense qui peut sauver les gens, ne serait-ce que pour une heure. Et quand on écrit et qu'on est une femme, il y a toujours aussi ce sentiment très maternel et maternant. Et moi, j'ai toujours l'impression que j'écris aussi en me disant, voilà ce que je laisse aussi à mes enfants. Si demain je devais disparaître, qu'est-ce qu'ils vont retrouver de moi dans mes livres? Mais je ne parle pas de moi en tant qu'individu, mais de moi en tant que façon de penser, de ma façon de penser ou de voir le monde. Qu'est-ce que je peux leur transmettre de ma morale, de mon ouverture ou pas sur certaines choses. Voilà, Mais dans tout ça, dans tout ce que vous avez reçu, dans tout ce que vous portez, dans tout ce que vous transmettez, il y a une grande part de religion. La religion, ça m'a toujours fascinée. Toutes les religions.
D'abord parce que les religions monothéistes, c'est des religions de livres, c'est-à-dire voilà, l'écrivain le plus le plus le plus lu, lu, c'est c'est celui l'auteur de la Bible. qui a transmis la parole de Dieu de façon différente. Voilà. Donc c'est toujours assez fantasmagorique pour un écrivain de se dire quels sont ces contes et légendes si bien façonnés qu'ils arrivent à dicter justement la morale de beaucoup de gens. Et j'ai à la fois beaucoup de respect pour les gens qui ont besoin de croire ou qui croient. Il y en a beaucoup autour de moi. Moi, j'ai toujours eu du mal. Et en même temps, j'ai grandi entre deux religions. J'ai une maman qui est née catholique et un père juif. Ce qui m'intéresse dans le judaïsme, c'est que c'est une religion de questionnement où on n'est pas obligé de croire, on est obligé de se poser des questions. Et ce qui m'intéresse dans ce que j'ai pris du catholicisme, je pense que c'est quelque chose de l'ordre du don de soi et du partage. J'ai aussi étudié, parce que j'ai fait des études de théologie en plus de mes études de lettres, et j'ai aussi étudié l'islam, donc je connais assez bien les trois religions monothéistes, assez pour en parler en tout cas. En fait, peut-être pas religieux, vous n'êtes peut-être pas religieuse, mais vous êtes en tout cas spirituelle. Ça, oui, beaucoup plus. Oui. Oui, ça compte beaucoup, ça, et on le voit dans tous vos livres. Même quand vous n'en parlez pas. Oui, il y a la demande de. Je pense que tout le monde se demande ce qu'il y a après, et il y a cette. En fait, dans le livre, le personnage dit au revoir à son père. Et tout le monde dans cette salle, je pense, a été ou sera confronté un jour à cet exercice de devoir mettre des affaires de quelqu'un qu'on a aimé dans des valises ou dans des cartons. Et dans ce travail-là, qui est la première étape vers le deuil, il y a des choses surprenantes qui se passent où on pense que c'est seulement triste et parfois ça devient aussi joyeux parce qu'on tombe sur une vieille photographie, on se souvient de choses qu'on avait complètement oubliées ou une lettre. Donc il y a cette part-là qui va forcément avec une forme de spiritualité dans le livre. Et puis aussi une autre part qui est que quand on dit au revoir à ses parents ou à ses grands-parents qu'on a toujours voulu voir uniquement comme un père ou une mère, qu'on ne veut pas voir sexués quand ils sont en vie parce que c'est trop compliqué pour les enfants, on veut les voir que dans leur rôle. Une fois qu'ils s'en vont, on a besoin de les comprendre dans leur entièreté. Et donc on se demande qu'ils ont aimé, peut-être qu'ils ont dit adieu à des gens dans leur vie, peut-être qu'ils avaient des amis qu'on ne connaissait pas, des vies secrètes. Et tout ça, je pense que c'est une matière formidable pour un livre. Vous voulez dire que la mort nous restitue l'entièreté de ce qu'on perd. Et nous ordonne à aller les chercher parce que je pense que c'est la seule façon de leur dire bien au revoir. C'est de savoir qui ils étaient. C'est ce que dans votre livre fait Marc, le narrateur, en parlant de son père Hippolyte à son fils à venir. Alors en plus, son père, donc Hippolyte, est archéologue dans le récit. Et donc je dis qu'il fait une sorte d'archéologie de l'intime. Il reproduit les gestes de son père d'archéologue en faisant une sorte d'excavation des souvenirs de son père. Il va chercher voilà, dans ces tiroirs des choses que normalement, qui sont de l'ordre du secret, qu'on n'a pas le droit de voir quand les gens sont en vie. Et soudain, il a accès à toute cette partie-là de son père. Et il peut aussi, à travers ça, l'excuser de beaucoup de choses. Oui, parce que Hippolyte n'était pas un saint. On ne peut pas dire qu'il a eu, une vie très, très libre, un peu désordonnée, un peu infidèle. C'est vrai qu'on parle de sujets très graves, mais le livre est assez léger. Oui, sur c'est ce que plein de j'allais vous dire. Ouais, c'est ce qu'il y a de bien avec vous. On rigole beaucoup. Je ne veux pas dire que c'est une comédie, mais il y a des moments de comédie et il y a des moments très profonds et qui sont liés l'un et l'autre. Le personnage est très haut en couleur. C'est un personnage que j'ai voulu il a quelque chose de très oriental, son côté égyptien.
C'est un amateur de femmes. Mon modèle, quand j'ai commencé à l'écrire, c'était un peu le personnage d'Yves Montand dans les films de Sauté. Ouais. Puisqu'on en revient à notre ami Jean-Loup. Voilà. Et c'est ces hommes qui, aujourd'hui, ont un peu moins le droit d'exister, puisqu'on est dans les... Voilà, il est né dans les années 50, et qui est assez coureur de jupons, irrésistible, amateur de bonne chair. C'est un type qui est sympathique sous plein d'aspects, et puis qui, comme père, parfois a ses manquements, même souvent. Ouais. Et vous dites qu'il est archéologue, il est également chauffeur de taxi. Alors, il commence ses études d'archéologie, puis arrive son fils et il faut qu'il gagne de l'argent, donc il devient chauffeur de taxi, et pendant très longtemps, il met son rêve d'archéologie de côté. Sa mère aussi, Florentine, et aussi, elle a beaucoup de défauts, mais on aime les personnages pour leurs défauts finalement, parce que vous nous les faites comprendre. C'est l'avantage quand on écrit un livre sur plusieurs générations, c'est que justement on peut comprendre d'où ils viennent et pourquoi. Parfois on boite un peu quand on marche parce que on connaît les cailloux qui ont été mis dans leurs chaussures, on connaît les difficultés qu'ils ont rencontrées sur le chemin, et quand on connaît un être depuis l'enfance et qu'on sait les obstacles qu'il a dû surmonter, on lui pardonne beaucoup plus volontiers les choses. Comment arrivez-vous, vous qui avez, j'allais dire, qui subissez, j'aime pas le mot mais j'en trouve pas d'autre, qui subissez l'importance et le poids du judaïsme, comment réussissez-vous à garder cette gaieté? C'est parce que je subis ce poids. Je pense que c'est tellement constitutif du judaïsme de rire de tout, que, en tout cas, une partie de ma famille m'a fait grandir avec ça. Je pense que les Bretons granitiques aussi ont ce côté-là de résilience. Donc dans ma famille, personne ne se plaint, quoi. On avance, on rit, et puis on trouve des solutions. Donc je pense que pour chacun a sa façon de résister, mais moi c'est sûrement l'écriture. Oui, mais il faut vivre avec le 7 octobre. Oui, j'avoue que ce livre devait sortir en septembre et que le 7 octobre a un peu freiné. Ouais. J'étais pas prête à le rendre parce que j'avais du mal à écrire sur n'importe quoi d'autre. Oui, mais il faut vivre avec ça, mais il faut vivre aussi avec toutes les atrocités dont on parle beaucoup moins. Et je trouve ça fou que ce soit à ce point-là devenu le centre du monde. Je veux dire, ce qui s'est passé est atroce, mais il y a beaucoup de choses atroces qui se passent, et ce qui est grave, c'est que je pense que ça devienne le débat politique français, par exemple. La place que ça prend est absurde, n'a aucun sens, et c'est ça qu'il faut se poser comme question, c'est pourquoi il y a cet amalgame-là, là où on nous a demandé pendant des années de ne pas faire d'amalgame sur beaucoup de choses. Je trouve que cet amalgame-là, il est atroce parce qu'il rappelle des heures sombres de notre histoire. Mais vous écrivez ceci: qui se penche sur l'histoire du peuple juif comprend la douleur des minorités, la violence de l'injustice, les combats perdus d'avance et qu'il faut tout de même mener pour rester humain. Donc ça donne un poids, je vous cite là, ça donne un poids et une gravité à tout ce que vous faites. Et ça donne un sens aussi à votre vie. Sûrement, je pense que j'ai commencé à devenir écrivain. C'est ce que je raconte dans la préface du Vieux Juif Blonde qui a été donc réimprimé pour ses 20 ans après sa parution. Ce qui, soudain, m'a mis un bon coup de vieux. C'est un classique maintenant, cette pièce. Cette pièce est devenue un classique, ouais. C'est toujours assez impressionnant. Mais d'ailleurs. Oui. Mais oui, je me suis demandé d'où ça venait, cette urgence d'écriture. Et l'écriture, c'est aussi, comme on disait, je parlais du côté chrétien aussi de ma famille, ce besoin de donner aux gens, de partager. Et ça vient sûrement de ce pourquoi auquel j'ai pas eu de réponse pour la première fois de ma vie, moi qui posais des questions tout le temps à mes parents. Je suis allée à Theresienstadt, au camp de concentration de Theresienstadt quand j'avais 10 ans. Et
Et mes parents n'ont pas pu répondre à ce pourquoi, parce que personne ne peut répondre à pourquoi on en est arrivé là. Et sur ce silence-là, il a fallu que je mette des mots, et ça fait partie, ça fait partie de qui je suis et de qui je suis comme écrivain. Mesdames et messieurs, on s'était dit tout à l'heure, j'ai oublié de vous le dire, que vous pouviez poser des questions à Amanda Ster. Ce n'est pas que moi qui ai le monopole des questions. Alors, si vous avez des questions tout de suite, Annie vous passera le micro, mais sinon vous réfléchissez et je reviendrai vous voir dans 10 minutes. Est-ce qu'il y a une question? Pas encore. Si. Oui, monsieur. Madame là-bas. Madame. Ouais. Attendez, le micro arrive. Ouais. Le micro arrive. Est-ce qu'il y aura une autre question? Non? Bon. Merci. Madame. Je disais, c'était moins une question que pour prolonger la discussion autour du personnage d'Hippolyte, qui est donc archéologue. Et en même temps, je me disais que dans la manière dont vous avez construit le livre, c'est comme si vous donniez au lecteur la possibilité d'interpréter les traces que laisse Marc. Parce que finalement, dans le récit que fait Marc, ce que vous disiez, il extrait tout un tas de documents qu'il a récupérés de son père, mais il les interprète assez peu finalement. Il nous les laisse à lire, et c'est comme si on finissait, en lisant le livre, j'avais ce sentiment-là, comme si on finissait le travail que fait un archéologue. C'est une fois qu'il a récupéré les documents, il les met en résonance, il les interprète, il leur donne du sens, et que c'était notre travail de lecteur, ça. Et moi, je trouve que c'est souvent le cas dans vos livres, que de nous laisser cet espace-là. C'est-à-dire que vous disiez, je me pose des questions, mais vous nous les renvoyez sans forcément nous en donner totalement la réponse. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être mon interprétation des lectures que j'ai faites de vous, mais et je trouve ça intéressant aussi, parce que ça dit sans doute quelque chose aussi de l'auteur que vous êtes, d'être dans ce questionnement toujours plus que dans les réponses. Oui, merci. Non, vous avez raison. C'est surtout que je ne suis pas essayiste, je suis romancière. Mon idée, je ne sais pas de vous imposer une opinion, c'est de vous aider à vous en faire une. Donc même quand je vous propose des personnages, vous avez le droit de les aimer ou pas. Quand il y a toujours de la place pour vos propres joies, vos propres douleurs, vos propres questionnements familiaux dans mes livres. Et j'ai toujours pensé que ce qui faisait un grand écrivain, c'était ce qu'il disait pas plus que ce qu'il disait dans un livre. C'était à quel moment il fallait vous laisser penser que vous pouviez d'abord intercaler votre propre imaginaire, mais aussi votre propre histoire, pour que ça devienne votre livre. Oui, parce notamment il y a des traces d'enregistrement. Il retrouve des cassettes où on entend la voix d'Hippolyte, ou des dialogues quelquefois. Oui, parce que je me disais qu'il y avait toujours, quand un fils décrit son père, il y a toujours un petit prisme. Et là, vous entendiez sa voix, c'était un peu plus mon travail de scénariste. Je lui ai donné une voix, un phrasé, et comme ça, vous pouviez avoir l'impression de le rencontrer vous aussi. Merci. Oui, une question au 4e rang. C'est toujours comme ça, c'est d'abord au premier rang, ensuite au dernier rang, ce qui permet à Annie et Valérie de descendre l'escalier avec beaucoup de talent. Voilà. Je mets mes lunettes, comme ça je vous vois. Oui, justement, ce que j'ai trouvé très intéressant et très riche, c'est qu'il y a un effet miroir dans tous les personnages. C'est-à-dire que chaque personnage, on peut trouver des qualités qui viennent nous révéler à nous-mêmes. Et il y a à la fois de l'humour, à la fois des larmes. J'ai eu beaucoup de larmes aussi à un moment donné, parce que ça m'a renvoyé à ma propre histoire familiale. Et je pense que c'est aussi ça, la part d'un écrivain, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, l'empathie. Et on ressent vraiment dans votre livre cette capacité que vous avez à essayer de vous mettre à la place de vos personnages que vous créez, ou que parfois, dont vous vous êtes inspiré de gens que vous connaissez peut-être aussi autour de vous. Et cette richesse-là, je suis admirative aussi tout simplement par rapport à ce que vous pouvez renvoyer. Et on fait ce même travail de prospection, de transmission,
moi, ça m'a donné beaucoup d'idées sur justement comment je peux à nouveau retravailler sur ma propre histoire familiale. J'ai déjà fait de la généalogie et ainsi de suite. Et je me suis demandé comment vous aviez travaillé. Vous nous avez donné une réponse tout à l'heure en essayant de construire aussi cet arbre généalogique. Et la question que je me suis aussi posée, c'est vous décrivez pas mal de choses dans différents pays. Est-ce qu'il y a un travail de recherche qu'à travers des livres ? Est-ce que vous vous déplacez ? Est-ce que vous interrogez, vous interviewez des gens et ainsi de suite pour, après, avoir collecté toutes ces informations qui puissent aussi vous donner finalement la retranscription derrière dans vos livres ? Merci. Quand je peux me déplacer, je me déplace. J'avais fait un premier déplacement à Naples, par exemple, pour le Café Suspendu. Et puis après, le Covid est arrivé. Et j'ai vécu dans Naples sur Google Earth pendant des heures où je me baladais, je regardais les images. Là, par exemple, cette Égypte-là, elle n'existe plus. Et puis, je ne pouvais pas y aller, mais j'ai regardé. C'est-à-dire que même quand j'écris le nom d'une rue, il faut que je sois sûre qu'elle existait à cette époque, comment elle était. Donc, je vais regarder des plans d'urbanisme des années 50. Enfin, les recherches que je fais, d'ailleurs, elles sont proches de l'archéologie. C'est plus récent, mais quand même. Il faut, voilà, je me documente comme quand on fait des recherches. C'est une partie que j'aime de plus en plus de mon métier, parce que voilà, je plonge dans des endroits que je ne connaissais pas. Quand je décris un trajet en voiture pour qu'elle aille à l'école, il faut que je me dise où est-ce que des gens de ce milieu social auraient pu vivre à cette époque. Donc c'est quand même beaucoup de recherche, parce qu'on ne trouve pas ça facilement. Dans quelle école elle serait allée? Est-ce qu'elle existait bien à cette époque-là? Quelle est la distance pour aller de cet endroit à celui-ci? Donc voilà. Et même en faisant ça, parfois je me trompe, et il y a des gens qui m'envoient des messages en me disant « Vous avez dit que… » Donc il faut vraiment être très précis. Il y a une recette de cuisine, par exemple. Est-ce qu'elle est bonne? On peut la faire? Oui, vous pouvez la faire. Oui, ouais. Bon. Qu'elle est bonne, vous verrez si c'est bon. Oui. C'est un plat typique de fèves, un plat typique égyptien, qui n'est pas du tout mon origine. Hein, donc j'ai fait des recherches et des demandes, mais voilà, moi j'ai trouvé ça bon. Bon, écoutez, on va l'essayer. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Bon, moi, j'en ai des questions. Et je voulais vous demander si vous avez des racines bretonnes. Oui. Vous êtes quoi, de Brest, ouais. Brestoise, votre grand-mère. Ma grand-mère à Brest et j'avais un grand-père à Bénodet. Donc, et c'est important pour vous, ça, vous en avez parlé dans vos livres, par exemple? Oui, il y a un livre qui s'appelle Madeleine, qui se passe dans le Finistère, à Brest, entre Brest et Saint-Brieuc. Voilà. Je voulais vous dire que je sais que les gens du Finistère Sud parfois ne vous considèrent pas comme les leurs, mais moi si. Je vous accepte parmi nous. Merci. Oui. Non, vrai Finistère Sud. Oui, Brest, c'est une île pratiquement. Ouais. Il y a Brest et le reste du monde. Et oui, c'est important dans ma vie. J'allais toutes mes vacances d'été chez mes grands-parents à Brest, un peu au Trésières. On avait une petite maison là-bas. Voilà, ma mère s'appelle Kefelec, donc je peux pas faire plus breton. Donc oui, c'est la moitié de moi. Donc ça fait partie de votre géographie intime, quoi, en fait. Tout à fait, ouais. J'ai toujours rêvé d'ailleurs de tourner un film dans les décors bretons. Je trouve qu'il y a quelque chose de très très beau à filmer. Et ça peut sembler fou de vous dire ça parce que j'habite à Los Angeles, mais les fois où il ne fait pas beau à Los Angeles, et ça arrive de temps en temps, ça ressemble énormément à la Bretagne. Malibu, les côtes, c'est vraiment hyper proche, c'est l'océan, et c'est pas du tout ça ressemble pas du tout à la Méditerranée, ça ressemble vraiment à la Bretagne. Ouais. Mais justement, vous avez grandi en France, vous avez grandi à Paris surtout, et vous vivez depuis quelques années aux États-Unis. Pourquoi? C'est pour le travail, c'est pour votre famille, qu'est-ce qui vous a... ou vous aimez la vie américaine? C'est un mélange de plein de raisons différentes. Je ne sais pas si je vivrai toute ma vie là-bas. Et je suis partie en pensant que ce serait ponctuel. Et puis mes enfants étaient très heureux là-bas et épanouis. Et j'ai commencé à travailler là-bas dans le cinéma. Et pour l'instant, j'y suis bien.
Je vois mon pays de loin que j'aime beaucoup et que je vois se gâcher beaucoup. Ça vous inquiète, la France, maintenant, non? Oui. L'Europe en général m'inquiète et la Ouais. France, enfin ce qui m'inquiète, ça me désole plus que ça m'inquiète parce que je trouve que c'est un pays qui a tout pour lui. C'est comme quand on voit un ami qui se gâche quoi et qui ouais, j'ai du mal à croire à quelque chose de mieux, mais bon, on a toujours un espoir qu'aux prochaines élections, on va voir quelqu'un de formidable arriver. Pour l'instant, c'est pas le cas et je trouve que les haines sont alimentées de tous côtés et que je vois pas d'issue s'il n'y a pas de changement profond. Je parle pas que de nos dirigeants, je parle de l'attitude générale, d'une envie de mieux et d'une envie de réaliser la chance qu'il y a aussi dans ce pays. Ouais. Tandis qu'aux États-Unis, ça va mieux, non? Ouais. Moi, je vote pas, alors je me sens pas coupable, mais non, c'était une catastrophe de toute façon, même s'il y en a un qui est plus une catastrophe plus évidente, mais je pense que dans les deux cas, c'était compliqué. On va voir maintenant si c'est des effets d'annonce ou si il est vraiment psychopathe, quoi. Mais pourquoi n'écririez vous dites mon métier, je suis romancière, je travaille sur l'émotion, je ne travaille pas sur... Mais vous pourriez écrire, peut-être pas un pamphlet, mais un essai où vous racontez... J'ai écrit un essai qui s'appelle Les érections américaines et qui parle des armes aux États-Unis. Oui. Déjà, je ne sais même pas comment ils m'ont laissé rentrer. Oui. Mais oui, c'est passé, voilà. Et mon prochain livre parle de la politique française de manière amusante. Il paraît, oui, que c'est un... Aussi fou que cela puisse paraître, mais je voyais, c'était la seule façon pour moi d'en parler, c'était de me dire qu'il fallait en rire. Et ce sera un roman ou un essai? Un roman. Un roman drôle sur la politique française, enfin sur la situation actuelle en France. Ouais. Bah, très bien, ça a l'air fou, hein, moi j'ai trouvé l'axe. Oui. On verra quand ça sort, et dans pas longtemps, je pense. Et oui, et puis sur les États-Unis, c'est très compliqué, vous savez, de parler d'un pays dont on ne maîtrise pas tous les codes et toutes les raisons. Je pense qu'il faut une forme de légitimité quand même. Et surtout, c'est compliqué quand un pays vous accueille d'aller le critiquer en plus. Donc si je ne suis pas contente, j'ai qu'à prendre mes valises et rentrer. Et ça pourrait être le cas. Voilà. Oui, mais vos fils ont grandi la plupart de leur... Enfin, ont passé la plupart... Oui, mais mes fils, ils sont adultes maintenant et c'est à eux de choisir où ils veulent vivre. Et alors ils savent pas... Professionnellement, je pense qu'ils ont du mal à se projeter ailleurs qu'aux États-Unis. Et aussi parce qu'ils ont grandi avec cette mentalité où tout est possible, où il n'y a pas de... Il n'y a pas d'idée il n'y a pas de culpabilisation au succès, qui est quand même un truc très français, où on devrait se sentir toute la journée mal à l'aise d'avoir réussi, comme si les gens volaient tous leur réussite. Je trouve que c'est désastreux, quoi. Alors qu'aux États-Unis, c'est toujours un modèle, la réussite. Quand on rencontre quelqu'un qui a réussi, au contraire, on lui pose des questions. Il y a cette image, souvent, où on dit, quand on voit quelqu'un qui est en haut d'un arbre, on lui tend la main pour qu'il nous tire vers lui, alors qu'en France, on secoue le tronc pour les faire tomber, quoi. Et c'est vraiment ça. Il y a ce truc de grandir avec l'idée que tout le monde peut réussir. Ce qui est une idée fausse aussi, hein, par ailleurs, parce que il y a des inégalités sociales dingues, mais en tout cas, ce que ça fait, en tout cas dans la mentalité générale, est très différent. Quand vous revenez en France, quand vous revenez à Paris, quelle émotion avez-vous? Une émotion de touriste presque, même si je reviens quand même relativement souvent, mais je pense que quand on vit loin de la beauté de Paris, pourtant j'ai grandi là-bas, mais je suis toujours... c'est comme si je redécouvrais cette ville que j'aime beaucoup. Mais au bout de 10 jours, je me dis que les Parisiens, et je dis bien les Parisiens, pas les Français, sont insupportables et que je suis très contente de partir ou de venir vous voir, parce que je sais pas, je pense que le sourire est une chose qu'ils ont oubliée là-bas. Mais enfin, votre vie, c'est... attendez, non, parce que vous écrivez, mais vous faites aussi du cinéma, vous filmez. Vous avez plusieurs langages. Oui. Et il y a un film en préparation. Il y a un film, en gestation. en casting même. Ouais. Ah oui. Ouais.
Mais Et alors, on peut pas savoir. Parce Euh, que- non, mais je pense que je vais encore tourner en Italie. Ah, Cette tiens, fois à ouais. Venise. Tout est bon pour aller en Italie, quoi, c'est ça. Toute excuse pour aller manger des pâtes. Ouais, non, d'ailleurs, un tournage en Italie, c'est assez exceptionnel. Euh, Juste parce que le niveau des techniciens italiens est incroyable. Ah, oui. Mm. Donc ce sera plutôt Naples, plutôt la Non, Toscane. Venise cette fois, je crois. Ah, plutôt Venise. Ouais. Très bien. Ouais. Tant qu'à choisir. Bah oui, C'est-à-dire que bien mon sûr. premier film, je l'ai écrit, ça devait pas être moi qui réalisais. Et du coup, je l'ai écrit, c'était l'hiver dans un aéroport. Après, je me suis dit, mais pourquoi avoir fait ça alors que tu pourrais écrire n'importe quoi. Après, ça donne moins envie d'écrire des trucs déprimants. Mais là, voilà, Venise, j'espère que ce sera beau. En réalité, pour tout vous dire, quand on est sur un tournage, de toute façon, c'est tellement difficile qu'on ne profite pas tellement des endroits. Et, oui, alors quand vous êtes sur un tournage, vous vous dites, oh, je serais beaucoup mieux chez moi, parce qu'avec un crayon et un papier, c'est la grande C'est liberté. assez masochiste le cinéma. On se dit toujours au milieu du tournage, quand il nous reste encore des semaines de travail, on se dit mais pourquoi je suis Puis il y a retournée un budget à faire ça. respecter, tout ça. Oui, Enfin, c'est assommant. c'est très difficile. Ouais. Et puis surtout, on est à la tête d'une équipe. Moi, je fais des films internationaux. En plus, c'est des grosses productions, donc j'ai 300 personnes à gérer. Que je deviens CEO le temps de quelques mois, avec des grosses responsabilités, mais avec aussi la joie du partage, de travailler avec des gens, d'avoir l'univers de plein de gens qui s'additionnent au mien. C'est beaucoup de talent. On parle souvent du réalisateur, mais sans toute une équipe, il n'y a pas grand-chose. Donc l'idée du travail d'équipe, c'est aussi très joyeux. Ouais. Vous êtes autoritaire, vous accueillez les critiques ou les suggestions, ou comment vous êtes directive quand vous êtes... Je suis pas autoritaire dans le sens où je suis pas. Vous savez ce que vous voulez. Je suis pas agressive. Vous avez pas l'impression que je suis autoritaire, mais on est obligé d'être autoritaire sur un plateau. Et les critiques, ça dépend. Honnêtement, pas tellement. Non, c'est pas les critiques, les suggestions, oui, pourquoi pas, mais en temps et en heure, parce qu'il y a toute une partie de préparation sur un film. Et donc là, pendant les 5-6 semaines où on prépare le film et on se pose les questions, si quelqu'un me dit « mais pourquoi tu le fais pas comme ça ?» et que c'est 10 fois mieux, je prendrai le conseil et c'est super et tant mieux. Mais sur un plateau, quand on est déjà dans le travail, là, c'est compliqué. Ouais. Vous dites écrire, c'est résister. Mm-hmm. Résister à quoi? Résister à tout, résister aux idées qui ne nous conviennent pas, résister à une morale qui nous étouffe, voilà, résister comme peut le faire un Boualem Sansal qui est emprisonné, mais comme on peut le faire d'une façon beaucoup plus délicate sur voilà, la fin de l'amour galant, par exemple. Ça peut être des choses beaucoup plus simples, mais c'est résister, rester humain, en fait. C'est garder la plus belle part de notre humanité, je pense. Et vous dites aussi, écrire est une tentative de lumière parmi d'autres. Alors, c'est mon personnage qui le dit. Oui. Mais oui, c'est sa façon à lui, en tout cas, de retrouver la lumière alors que son père s'en est allé. Mais c'est ce que vous voudriez faire. Vous voudriez que vos livres nous rendent plus heureux, plus ah oui, lumineux. Sinon ça ne sert à rien. Enfin, ouais, voilà. Oui. Oui, il y a des livres qui le sont très clairement, comme Le Café suspendu ou Lettres d'amour sans le dire. C'est des livres très qui vous mettent de bonne humeur. Et après, je pense que celui-ci, il remue, mais qui va aussi vers la lumière. Mes livres vont vers la lumière. C'est un livre de mec aussi, parce que c'est un homme qui écrit à son fils, qui va l'accueillir dans sa famille, mais c'est un couple d'hommes, et il parle de son père. Donc la paternité, là, est très, très importante. Il y a aussi de magnifiques personnages de femmes, mais c'est plutôt un livre masculin, non ? On m'a souvent dit ça. Les Promesses aussi, c'était un livre et un film. En fait, je me pose pas tellement la question quand j'écris. J'ai l'impression que j'ai le droit d'être qui je veux. Et souvent, je trouve qu'il y a une erreur dans la façon que les gens ont de caricaturer l'émotion d'un homme ou d'une femme. Et que quand on accepte que
les hommes ont leurs émotions, leur délicatesse. On écrit en fait, écrire juste, c'est écrire humainement. C'est justement pas présupposer qu'un homme doit penser comme ci ou comme ça. Oui, c'est plus large que ça, c'est universel. Mais c'est des livres qui rendent heureux, qui libèrent, au fond. J'espère. Bon. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de nous apporter à la fois ce rêve, cette libération et au fond ce fil qui nous conduit de génération en génération. Vous allez bientôt retrouver nos amis à qui vous allez signer votre livre. Mais avant, il y a le quiz. Les 9 questions auxquelles vous allez devoir répondre, sinon... Il y a un buzzer ou quelque chose Oui, regardez. Voilà, première question. Pourquoi écrivez-vous des livres alors qu'il est si agréable de ne rien faire? J'en ai parlé plusieurs fois à la Loterie Nationale, mais ils n'ont pas l'air de m'écouter. Honnêtement, même si je gagnais au loto, j'écrirais. Je pense que c'est très profond en moi. Mais peut-être que je vous offrirai les livres. Mais oui, je pense que c'est quelque chose de constitutif et de très puissant. Et puis, vous n'aimez pas ne rien faire. Vous aimez la vie. C'est une légende qui s'est terminée. Je pense que maintenant, ça y est, je suis prête à ne rien faire. Deuxième question. De quoi avez-vous besoin pour écrire? D'un papier et d'un stylo, c'est tout. Et même pas, parfois j'écris juste dans ma tête comme ça, des choses qui vont s'en aller. Mais j'ai pas de routine, j'ai pas d'obligation, j'ai pas de gris-gris, je peux écrire n'importe où. Troisième question, quel est le plus agréable, commencer ou terminer un livre? Vous voulez dire que j'écris ou que je lise? Que vous écrivez. Ouais. C'est 2 sensations complètement différentes. C'est assez vertigineux de voir, quand on le voit se terminer, je dirais les dernières heures, parce que c'est le résultat d'une énorme somme de travail, donc c'est satisfaisant. Et le début, c'est l'enthousiasme, le cœur battant d'un premier rendez-vous d'amour. Donc c'est pour ça que je continue à écrire, parce qu'il y a toujours 2 émotions que j'aime. Si vous n'étiez pas écrivaine, mais on pourrait dire cinéaste ou scénariste, que feriez-vous si vous ne pouviez pas ou si vous n'étiez pas créatrice? Dans les métiers que j'aime, enfin après ça reste du fantasme puisque évidemment j'ai fait ce métier-là, mais je pense que ce serait plus proche de la médecine ou de la médecine, ou peut-être je pourrais faire la cuisine. Cuisiner pour les gens, mais il y a toujours une idée de partage en tout cas. D'accord. Le premier livre qui vous ait plu lorsque vous étiez enfant? Alors là, j'ai beaucoup de livres qui m'ont plu. Il y a des livres qui m'ont marqué très fort. Je pense à J'irai cracher sur vos tombes de Boris Vian, que j'ai lu très tôt parce que c'était interdit de le lire dans ma bibliothèque. Et c'est un livre qui m'a vraiment marqué. Après, oui, je pense aussi Le Diable au corps de Radiguet. Beaucoup de premiers livres comme ça, mais pas trop. Je n'arrive pas à penser à des livres pour enfants. J'ai très tôt lu des livres pas dits pour enfants. D'accord. Le livre qui vous a donné envie d'écrire, vous êtes dit, c'est ça que je veux faire. J'ai toujours dissocié mon envie d'écrire de mon plaisir de lectrice. C'est drôle, j'ai même pas l'impression que je fais le même métier, c'est très bizarre, mais j'ai toujours pensé que je lisais et puis que j'aimais ça, mais j'ai jamais pensé que j'allais faire comme un tel ou un tel. Mon désir d'écriture est venu d'ailleurs que du fait d'aimer lire. 7e question, le livre qui vous décourage d'écrire, c'est-à-dire que vous trouvez tellement exceptionnel que vous vous dites j'y arriverai jamais, c'est pas la peine. Heureusement, il n'y en a pas, sinon je n'irais pas. Mais non, il y a des livres immenses. Mais en fait, il y a quelque chose qui m'est aussi très utile dans ma vie quotidienne, c'est que j'ai jamais pensé que le talent des gens allait m'en enlever ou allait m'empêcher d'en avoir ou d'essayer. Et j'ai toujours dit à mes enfants que il fallait essayer, qu'il fallait se tromper pour faire des choses bien, mieux, et plus on écrit, mieux on écrit.
Donc, il y a des monuments littéraires qui sont très importants dans ma vie et qui pourtant Ne vous ne bloque pas. me Oui. bloquent pas. Ouais. D'accord. Et pareil pour, d'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis écrivains, des David Fonkinos, Florian Zeller, Karine Tulle, qui sont des copains. Chaque fois que je lis leurs livres, je suis plus heureuse quand ils sont très bons. Ouais. Parce Ah oui, que je il y a pas trouve, de voilà, jalousie. j'ai pas l'impression qu'il y a un ratio de bons livres par an. Donc, voilà. Ouais. Avant-dernière question, quel est votre personnage de roman préféré? À part Hippolyte, bien sûr. Voilà, dans mes livres, ce serait le docteur Chen, qui est un docteur chinois dans Le Café suspendu. Mais dans les autres livres, c'est compliqué ça. Vous n'étiez pas amoureuse d'un personnage comme de Arsène Lupin, enfin, je dis n'importe quoi. J'adorais Arsène Lupin, mais j'étais pas amoureuse de lui parce qu'il n'était pas hyper sexy. Mais très mal. D'ailleurs, je disais à mon fils hier qui lisait ABC contre Poirot, je lui ai dit, mais c'est la première fois première Agatha Christie que j'ai lue, et je dirais que je préférais Hercule Poirot, encore moins sexy. Oui, que Arsène Lupin. Mais oui, Hercule Poirot, ça a été... Enfin, je les ai tous lus. Ah oui. Non, personnage, je dirais Lolvestein dans Marguerite Duras, dans le livre du même nom de Marguerite Duras. Ouais. Et enfin, dernière question. Quel livre offririez-vous à un enfant? Quel livre avez-vous offert à vos fils, par exemple? Alors, j'offre très souvent un livre que j'offre non seulement aux enfants, mais aussi aux adultes, qui est un livre pour enfants, mais qui marche pour tout le monde, et qui s'appelle « Moi, j'attends ». C'est un livre de David Escali et Serge Bloch. Il est comme ça en longueur, et c'est un des plus jolis livres que je connaisse, et c'est la vie résumée en 30 pages, et c'est bouleversant. Ouais. Alors, Moi, j'attends. Moi, j'attends. Ouais. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Et sans attendre, vous allez pouvoir justement retrouver nos amis à qui je voudrais dire ceci, c'est que le libraire Philippe de la librairie La Jarige voulait vous proposer le café suspendu en livre de poche, et malheureusement, le livre est suspendu aussi. Il est en rupture de stock. Il est en rupture de stock, mais... ça va pas. J'espère qu'ils vont l'imprimer vite, mais voilà, il est victime de son succès. Victime de son succès. Mais les gestes sont là, et donc vous allez pouvoir signer votre livre à Amanda Sters, que nous attendons pour le prochain. Avec bonheur. Voilà. Merci. Beaucoup. Bonne soirée. À bientôt.